Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Explique. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'un des personnages les plus fascinants et controversés de l'histoire, Napoléon Bonaparte. Un nom qui évoque à la fois grandeur, génie militaire, ambition démesurée, mais aussi chute, exil et tragédie. Napoléon, c'est une figure qui dévise toujours autant, presque 2 siècles après sa disparition. Pour certains, c'est un héros, un réformateur visionnaire qui a modernisé la France et marqué l'Europe. Pour d'autres, un autocrate qui a sacrifié des millions de vies à ses rêves d'empire. Alors, qui était vraiment Napoléon ? Quel a été son parcours du petit Corse ambitieux au maître incontesté de l'Empire ? Et pourquoi continue-t-il de fasciner autant ? Installez-vous, laissons-nous guider par le souffle d'une époque tourmentée. On pourrait croire que Napoléon est né sous une bonne étoile, mais c'est loin d'être gagné. Né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse, il est le second de 8 enfants d'une famille noble, mais modeste. La Corse venait juste d'être annexée par la France quelques mois avant sa naissance. Et ce contexte insulaire entre patriotisme corse et influence française façonnera son caractère. Jeune garçon, Napoléon est envoyé en France continentale pour faire ses études, notamment dans des écoles militaires. Il n'était pas particulièrement doué socialement, son fort accent corse et son caractère réservé lui valaient souvent le surnom du petit capitaine, moqué par ses camarades, ce qui ne l'a pas empêché de se forger une discipline de fer et une volonté également de faire. Sa première véritable occasion de briller se présente pendant la Révolution française, une période où le vieux monde vacille et laisse place à une nouvelle ère pleine de chaos, de promesses et de dangers. C'est dans ce tumulte qu'un jeune officier encore largement inconnu, Napoléon Bonaparte, va se faire un nom. En 1793, lors du siège de Toulon, Napoléon, alors âgé seulement de 24 ans, officie comme chef d'artillerie. La ville est tenue par des royalistes et des forces britanniques, et sa reconquête est essentielle pour le gouvernement révolutionnaire. C'est là que son talent extraordinaire d'artilleur éclate. Une anecdote souvent racontée: face aux défenses ennemies, Napoléon, avec une audace et une précision impressionnantes, ordonne la prise d'une position stratégique, le fort Mulgrave, qu'il fait bombarder pour forcer l'ennemi à battre en retraite. Cette manœuvre, risquée mais efficace, convainc ses supérieurs de son génie militaire. Résultat, une promotion éclair au grade de général de brigade à seulement 24 ans, un âge exceptionnel pour l'époque, et encore aujourd'hui. Mais ce n'est que le début. En 1796, donc 3 ans après le siège de Toulon, Napoléon reçoit le commandement de l'armée d'Italie, une force mal équipée et démoralisée que beaucoup considéraient comme vouée à l'échec face aux puissantes armées austro-essoises. Pourtant, en moins d'1 an, il transforme cette armée en une machine de guerre redoutable, une véritable machine à broyer. La campagne d'Italie, qui s'étend de 1796 à 1797, est jalonnée de victoires impressionnantes. À la bataille de Montenotte, en avril 1796, il remporte sa première grande victoire, écrasant les troupes piémontaises. Puis il continue avec un enchaînement presque sans faute. Millesimo, Lodi, Castiglione et enfin Rivoli en janvier 1797, où il inflige une défaite décisive aux Autrichiens. Petite anecdote savoureuse. Durant cette campagne, qui va illustrer son sens de la rapidité et de la surprise, lors de la traversée du pont de Lodi, il aurait déclaré à ses hommes face à la menace ennemie « Nous passerons le pont à tout prix !» Ce passage est souvent présenté comme le moment où son aura de chef intrépide s'est solidifiée. Mais Napoléon ne brille pas seulement par ses talents militaires. Il soigne aussi sa communication, un aspect crucial pour bâtir son image, et également aujourd'hui. Tout part de la communication, les influenceurs et autres politiciens le savent très bien. Il rédige des rapports clairs, précis et souvent teintés d'un style vif qu'il envoie à Paris, ce qui tranche un petit peu avec celui de ses camarades. Ses écrits, à la fois accessibles aux hauts fonctionnaires et au grand public, installent peu à peu son image de génie militaire, mais aussi de bâtisseur politique, un homme qui semble capable de restaurer l'ordre dans un monde bouleversé. Dans un autre podcast que j'avais fait sur César, on retrouve la même idée finalement de récits de guerre qui sont écrits avec un style très simple et accessible à tous.
Napoléon, quelques 1800 ans plus tard, a un petit peu copié César. Ainsi, c'est à cette période qu'apparaît le mythe du jeune général prodigue, un personnage ambitieux, rusé et déterminé à faire sentir son empreinte sur l'histoire. Napoléon, c'est donc avant tout un maître du récit et de la communication. Il comprend très tôt que la guerre ne se gagne pas uniquement sur le terrain, mais aussi dans la tête des hommes, qu'ils soient soldats ou citoyens. Il manie le stylo avec autant d'efficacité que l'épée, écrivant des rapports et des mémoires dans un style direct, vivant, presque moderne pour son époque. Pas si moderne que ça quand on se réfère à l'histoire de Jules César. Ces textes ne sont pas de simples comptes rendus, mais de véritables outils de persuasion destinés à façonner son image publique. On raconte qu'il consacrait autant d'attention à la rédaction de ses bulletins de victoire qu'à la préparation de ses batailles, sachant pertinemment que contrôler le récit de ses succès était essentiel pour renforcer son autorité et rallier le soutien populaire et politique. Faisons un petit parallèle, ce qui reste, ce sont les écrits, pas nécessairement la réalité de ce qu'il s'est passé. Cette maîtrise du récit aboutit à un tournant décisif, le coup d'État du 18 Brumaire, justement daté du 9 novembre 1799 selon le calendrier grégorien. Ce jour-là, Napoléon met fin au Directoire, régime instable issu des suites de la Révolution française. C'est un moment chargé de symboles et de tensions. La République vacille, et Napoléon, grâce à une habileté politique remarquable, s'empare du pouvoir sans effusion de sang majeur. Le coup d'État marque non seulement la fin de la Révolution, mais aussi le début d'une nouvelle ère. Napoléon devient premier consul, un titre qui, sur le papier, semble républicain, mais qui, dans les faits, lui confère un pouvoir très étendu. Il restructure l'appareil d'État, centralise l'administration, et instaure un régime qu'on pourrait qualifier de dictature éclairée, où l'autorité forte se conjugue avec des réformes profondes. Petite anecdote à propos de ce 18 Brumaire. Lors de la session au Conseil des Anciens, des députés hostiles tentèrent d'empêcher son accession au pouvoir. Face aux insultes et aux cris, Napoléon, selon certains témoignages, criait « Citoyens, vous ne me connaissez pas encore, mais vous allez bientôt apprendre à me respecter !» Ce moment illustre parfaitement son caractère à la fois audacieux et implacable. Cette prise de pouvoir fut aussi rendue possible parce que beaucoup, exténués par le chaos révolutionnaire et les guerres interminables, voyaient en Napoléon un homme capable de restaurer l'ordre et la grandeur de la France. Ce mélange d'ambition personnelle et de volonté de réforme a façonné le personnage que l'on connaît aujourd'hui. À ce stade, il faut s'attarder sur ces réformes qui, souvent, passent sous silence dans l'idée reçue d'un tyran uniquement préoccupé par la guerre. Napoléon, c'est aussi le bâtisseur d'une France moderne. Il centralise l'administration, crée la Banque de France, réforme le système éducatif avec les lycées, met en place le Code civil en 1804, un texte juridique qui reste la base de notre droit d'aujourd'hui. Ce code Napoléon instaure notamment l'égalité devant la loi, la liberté de conscience et la protection de la propriété privée. C'est un véritable socle pour la société moderne. Une touche d'humour, Napoléon aurait dit un jour en parlant de ces réformes « Quoi que vous puissiez faire, tant que les fonctionnaires suivent, la France avance ». On comprend qu'il savait où se trouvait le vrai moteur du pays. Bien sûr, la guerre est et reste malheureusement le cœur battant de l'histoire de Napoléon. Entre 1803 et 1815, il mène une série de campagnes militaires qui marquent de leur empreinte l'Europe entière, faisant de lui l'un des plus grands stratèges de tous les temps, mais aussi le protagoniste de défaites monumentales. L'un des moments les plus éblouissants est sans conteste la bataille d'Austerlitz, le 2 décembre 1805, souvent surnommée la bataille des trois empereurs, parce qu'elle opposa Napoléon à l'empereur d'Autriche François II et au tsar de Russie Alexandre Ier. C'est une démonstration magistrale de génie tactique. Avec environ 73 000 hommes contre 85 000 alliés, Napoléon parvient à diviser et vaincre ses ennemis grâce à une manœuvre habile où il feint d'être vulnérable pour mieux les attirer dans un piège. Austerlitz est considéré encore aujourd'hui comme un chef-d'œuvre de stratégie militaire
et a renforcé de manière décisive la domination française sur l'Europe centrale. Un autre exemple marquant survient l'année suivante, le 14 octobre 1806, à la bataille d'Iéna. Là, Napoléon écrase l'armée prussienne dans une victoire éclatante, consolidant son contrôle sur l'Allemagne. Cette bataille témoigne de sa capacité à exploiter la vitesse, la coordination et la surprise, des concepts qui deviendront des piliers de la guerre moderne. Mais l'apogée précède souvent la chute, et quand on arrive au sommet d'une vague, à peu près la seule chose qu'on peut faire, c'est tomber. En 1812, Napoléon lance sa campagne la plus ambitieuse, l'invasion de la Russie. Avec une grande armée estimée à plus de 600 000 hommes, c'est l'une des plus vastes forces militaires jamais rassemblées à cette époque, tout du moins en Europe. Cette campagne, qui commence en juin 1812, tourne rapidement au cauchemar. Les Russes adoptent la tactique de la terre brûlée. Ils incendient les récoltes et les villages pour priver l'armée française de ressources. Et l'hiver russe, impitoyable, achève de décimer les troupes napoléoniennes. Lors de la retraite dévastatrice, la discipline se délite, la faim et le froid font des ravages. Sur les centaines de milliers de soldats qui ont franchi la frontière russe, peu reviennent vivants. Cet échec marque un tournant dans la carrière de Napoléon et dans l'histoire européenne, amorçant le déclin de son empire. Je ne peux pas ne pas évoquer quelques citations qui traduisent à la fois son caractère et ses convictions. Napoléon disait souvent « Impossible n'est pas français », en français bien sûr, mais ce dicton reste estampillé napoléonien pour sa ténacité. Ou encore « Un leader est un marchand d'espoir ». Cette phrase, sans doute apocryphe, illustre parfaitement sa capacité à galvaniser ses troupes malgré les difficultés. Mais derrière l'image du conquérant invincible, il y avait aussi un homme profondément fragile. La soif de pouvoir et de grandeur de Napoléon, qui avait été une force motrice toute sa vie, le poussa parfois à l'excès. Ses rêves d'empire, vastes et ambitieux, engendrèrent des conflits titanesques qui coûtèrent la vie à des millions de personnes à travers l'Europe. Un exemple éclairant est la campagne d'Espagne, débutée en 1808, connue sous le nom de guerre d'indépendance espagnole. Ce conflit long et meurtrier, marqué par la guérilla et les brutalités des combats, s'enlisera pendant 6 années, épuisant les forces françaises et minant le moral des soldats. C'est aussi une guerre qui popularisa le terme guérilla, qui signifie littéralement « petite guerre ». Mais la chute de Napoléon, malheureusement, continue, se rapproche et s'accélère, avec la formation de la 6e coalition, qui regroupe de nombreuses puissances européennes déterminées à mettre fin à sa domination. Napoléon était un peu devenu l'homme à abattre. Sa défaite finale survient lors de la bataille de Waterloo, le 18 juin 1815. Ce jour-là, après des années de conflits et d'expansion à travers l'Europe, Napoléon est définitivement battu par une armée alliée britannique et prussienne, commandée respectivement par le duc de Wellington et le maréchal Blücher. L'anecdote veut que Napoléon ait passé une grande partie de la bataille à observer le champ de bataille depuis une hauteur, conscient que le sort s'engageait contre lui. Cette défaite marque la fin de son règne et met un terme à plus de 2 décennies de guerre napoléonienne qui ont redessiné la carte de l'Europe. Exilé par les Britanniques sur une île isolée de Sainte-Hélène, au milieu de l'Atlantique Sud, il y arrive en octobre 1815. Dans ce lieu éloigné, loin du fracas des batailles et des fastes des palais, Napoléon passe ses dernières années à écrire ses mémoires. Il y réfléchit à son destin hors norme, à ses succès comme à ses erreurs. Petit moment touchant, malgré son isolement strict et la surveillance constante, il réussit à conserver une certaine dignité et un sens de la grandeur, dictant des souvenirs qui influenceront sur la perception historique de sa vie pour les siècles à venir. Alors, quel est l'héritage de Napoléon ? Au-delà des batailles et des légendes, il a posé les bases d'un État moderne, marquant durablement la France et même l'Europe. Son code civil reste une référence dans de nombreux pays. Ses réformes éducatives et administratives continuent d'influencer nos systèmes, et son nom restera attaché à un style de leadership où ambition, stratégie et charisme se mêlent. Mais son histoire est aussi un avertissement. Le pouvoir, même tempéré par le génie, reste fragile et exigeant. Pour conclure, Napoléon nous invite à réfléchir sur la complexité des hommes de pouvoir.
Il incarne le paradoxe d'un homme capable de bouleverser le monde, à la fois héros et tyran, ça dépend du point de vue dans lequel on se place, à la fois visionnaire et dictateur. Une figure qui, malgré la distance des siècles, continue de nous fasciner et de nous questionner. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler d'un leader qui ambitionne de changer le cours des choses, rappelez-vous de Napoléon, l'homme qui a voulu conquérir le monde, mais qui nous a surtout laissé une leçon durable sur la grandeur et ses limites. C'est la fin de cet épisode de Explique sur Napoléon, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire comment est-ce que vous imaginez que la vie aurait pu être sans les réformes de Napoléon. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.